Five présente À l'écoute des détails, le podcast. Le design, pour moi, définition, c'est un outil qui rassemble. Bienvenue dans À l'écoute des détails, merci à vous d'être avec nous. Aujourd'hui, on va parler design parce que chez Five, on est convaincu que le design, c'est pas seulement une question de forme, mais c'est aussi améliorer les usages du quotidien, bien s'organiser. Et qui mieux qu'un designer pour en parler? Bonjour Benjamin. Salut. Ça va? Ça va et toi? Très bien, je suis très content de te recevoir. On va commencer par le début, et ce début, c'est l'origine de tout ça. Est-ce que tu as un détail, est-ce que tu as un souvenir qui t'a emmené sur ce chemin du design? Il y en a plein de détails. J'en ai un que je raconte souvent, c'est un souvenir avec mon grand-père, le moment où j'ai planté mon premier clou et où j'ai utilisé mon premier outil, le marteau. Tu te souviens à quel âge? Je devais avoir 6 ans. C'est jeune, vraiment un premier souvenir, quoi. Ouais, carrément. Et ça, on s'en souvient toujours, ce genre de souvenir, parce que c'est un moment d'échange avec quelqu'un de sa famille. Donc, et ça m'a vraiment marqué pour le coup. Tu as commencé par l'ébénisterie? Oui. Donc finalement, ce côté clou, ce côté bois, c'était ce premier chemin. Ça vient de là. Et est-ce que le petit Benjamin rangeait bien sa chambre, était organisé, avait un œil déjà sur les objets? Je pense que j'étais un tantinet maniaque, pour le coup, où je voulais que tout soit à sa place, bien rangé, bien aligné. Alors la question, pour le profane, on a tous une idée du design, on a tous ce mot, on connaît le mot, mais c'est quelque chose de très vaste. C'est quoi, Benjamin, être designer pour toi? Alors, ce qui est marrant, c'est que le mot design n'a pas de définition à proprement parler, c'est un peu un mot poubelle. Et pour moi, le mot design ou être designer, c'est un peu être une boîte à outils. C'est-à-dire que on a des éléments à notre disposition, et quand on fait face à une problématique et qu'on fait corps avec l'usager qui fait face à cette problématique, on peut co-construire ensemble et trouver une solution. Et c'est toujours... Est-ce que tu as toujours cette relation avec l'usager directement? Ça dépend des projets, mais très souvent c'est l'usager. Toujours. En fait, je prends souvent comme exemple un projet qui a été fait par Patrick Bouchin et puis Sophie Ricard. C'était construire ensemble le grand ensemble. Et en fait, ils étaient intervenus dans une cité, il me semble, à Boulogne-sur-Mer. Et l'idée, c'était de réhabiliter ce quartier avec les usagers. C'est-à-dire que tout s'est fait avec l'usager. Et en fait, ils sont allés à l'encontre des demandes qui étaient faites par qui vient de là-haut, quoi. C'est les gens de bureau qui disaient exactement. Ouais. Et là, ils ont vraiment fait un contre-pied. Et l'intérêt et vraiment l'enjeu dans tout ça, c'est de cohabiter et d'exister. C'est très important, ce mot, d'exister avec la personne qui fait face à la problématique. Donc, c'est eux qui ont la solution, en fait. Ah oui, donc toujours l'usager, toujours ça. Ouais. Et ça se passe comment? Ça se passe par de l'observation, par des questions. C'est toujours lié à des problématiques où on va devoir recueillir un témoignage pour ensuite travailler. Ouais, c'est de l'observation, de l'investigation, de l'échange. Après, il faut capter tout ça, donc il faut filmer, il faut enregistrer, il faut dessiner, et pas hésiter aussi à inverser les rôles, des fois, à demander à cet usager de faire des dessins, de faire des croquis. L'intérêt, c'est pas de bien dessiner, c'est juste de partager une idée. Et après, ensemble, on échange, on se réunit, et puis on choisit des concepts. Et le côté, justement, geste répétitif pour un usage de je ne sais quel objet, ça, c'est quelque chose qui va rentrer en compte. Par exemple, si on doit l'utiliser 10 fois par jour, ça, c'est dans le cahier des charges, c'est un truc que tu notes obligatoirement, quoi. Ouais, et en fait, il faut penser à la durabilité d'un objet, et puis il faut éviter de partir dans l'objet à usage unique. Donc, il faut faire en sorte de créer des objets qui soient résistants, qui soient aussi intemporels par la couleur, la forme et sa structure, et puis faire en sorte qu'ils perdurent le plus longtemps possible. Mais ça, c'est ta vision des choses, ou c'est un ordre général des designers où tu vois, il y a des gens qui disent effectivement on peut faire de l'éphémère. Est-ce que c'est une position peut-être un petit peu philosophique? Moi, c'est clairement une position. Je pense que c'est une position qui revient de plus en plus et qui est adoptée de plus en plus par beaucoup de designers, parce que le monde nous l'impose et qu'on peut pas fermer les yeux sur tout ce qui se passe en ce moment. Donc, il y a une notion d'éco-responsabilité qui est forcément là. Je pense que c'est la grande mission du design aujourd'hui, c'est d'être éco-responsable et d'avoir le moins d'impact possible sur l'environnement et sur le monde, quoi. Mais finalement, en respectant l'environnement, on respecte aussi l'humain, l'usager. Il y a des matières que tu préfères. Alors, je suppose le bois.
Le bois, oui, comme je suis ébéniste de formation. Ouais. Et après, il y a eu le plastique aussi qui est arrivé. Mais là, le plastique que moi j'utilise, c'est un plastique qui est biosourcé, qui est fait à partir d'amidon de maïs, donc qui est à condition qu'il soit recyclable en conditions industrielles. Ça l'est, ce plastique-là l'est. Il faut juste penser à le mettre en industrie et pas simplement le jeter dans un compost au fond de son jardin. Ça ne fonctionne pas. Ouais, il faut aussi dire, avoir un message envers l'usager, comme quoi... Ouais, en fait, on a toute notre responsabilité quand on utilise un objet, se dire, est-ce que j'en ai réellement besoin? Combien de temps je vais l'utiliser? Et quand je vais avoir besoin de le jeter, on peut pas faire autrement, comment je le jette, en fait? Est-ce que je peux le réutiliser, ou comment je le jette, où je le mets? Alors, typiquement, c'est quoi la journée d'un designer? Ta journée, comment ça se déroule? Je dessine beaucoup, déjà. Ouais. Je pense que le dessin, c'est très important. Après, je traite mes mails aussi, bien évidemment. Je passe pas mal de temps sur l'ordinateur, c'est mon outil de travail principal. Après, je mets de l'ordre aussi. Je pense qu'il faut avoir un plan de travail qui soit quand même assez propre pour pouvoir favoriser les idées et puis la production. Et puis, j'essaie de penser à des nouvelles pièces. Donc l'organisation, on y est, et le fait d'être organisé, ça t'aide beaucoup. Est-ce que c'est aussi un tremplin pour ta créativité d'avoir place nette, d'avoir un environnement... c'est une résonance du design aussi. Il faut que ton endroit soit quand même beau, fonctionnel. Ouais. Ça, c'est un truc que tu regardes tout le temps? D'abord chez toi, peut-être après à l'extérieur, mais est-ce que chez toi, c'est un regard qui est assez, incisif, acéré, où tu penses les choses, même dans ton environnement proche? Ça, on le dit souvent, que notre intérieur, c'est un peu notre reflet. Tu vois, donc comme je suis quelqu'un de très rigoureux, faut que tout soit symétrique, impeccable. Mon intérieur, il me reflète totalement. Toutes les pièces que je produis sont accrochées chez moi. Donc heureusement, ma compagne est plutôt d'accord avec ça. Donc ça, c'est trop bien. Et du coup, c'est assez marrant parce que la maison, c'était un peu une galerie, si on pourrait dire en quelque sorte. C'est un petit peu ton petit musée où il y a toutes tes pièces. Ouais, carrément. Il y en a des cachés ou pas? Des choses sur lesquelles tu dis, c'était il y a longtemps. Oui, ça, il y en a plein. Ouais. Il y en a plein. Dans des caisses. Et à chaque fois, je me dis, mais quand je retombe sur ces objets, je me dis, mais moi, elles m'intéressent pas, mais je suis sûr qu'elles intéresseraient beaucoup de personnes. Et je sais pas, j'ai un peu ce truc dans la tête qu'on a tous, où on s'auto-persuade que c'est pas bien, ou que non, faut pas montrer parce que c'est nul, ou quoi que ce soit. Alors je pense qu'il faudrait que je fasse l'exercice de sortir ces pièces-là, de les montrer et puis voir un peu la réaction des gens. Il y en a plein qui dorment. Revenir, non? Revenir, les améliorer? Ouais, peut-être. Les améliorer, je sais pas. Ça aussi, c'est une question qui torture tous les créatifs. Est-ce que ça a besoin d'être amélioré? Est-ce que on peut pas laisser la pièce telle qu'elle est là et ça se trouve, elle est parfaite? Ça, c'est dur, en fait. Dans le processus de création, c'est dire, on laisse la pièce comme elle est là, on la met de côté, on revient peut-être dessus plus tard, ou on la propose maintenant à voir. Quel est le pire désordre qui peut t'empêcher de travailler? Vu que t'es bien organisé, il faut... Le pire désordre? Ouais. Le truc que tu supportes pas. Tu vois, il y a le truc, tu rentres dans ton bureau, dans ton espace de travail, et tu dis, ah non, mais ça, c'est pas possible. Ça, non. En fait, le métier de designer m'a appris aussi à la résilience, en quelque sorte, à me dire, en fait, c'est plus trop grave, tu vois, et j'ai réussi à m'adapter et puis à quand même passer outre toutes ces choses qui m'étaient très importantes avant, c'est-à-dire qu'il fallait que ça soit propre, régulier et tout. Et maintenant, j'arrive à faire abstraction. Je pense que je pourrais travailler dans le désordre. Pas longtemps. Ah, tu penses, ça veut dire que ça n'arrive pas? Ah non, ça n'arrive pas, évidemment. Après, des fois, je peux être amené... Alors ça, c'est les lieux de travail sont aussi très importants, on en parlait tout à l'heure. Les endroits où j'ai été le plus créatif dans ma vie d'étudiant ou de créatif, de designer, c'était en école. Quand j'étais étudiant. Le cadre scolaire? Je sais pas, je sais pas, c'est le fait d'être entouré de gens qui sont créatifs, qui pensent à la même chose que toi et qui sont dans cet engouement de créer, de penser, de tout ça. Et donc aujourd'hui, tu travailles chez toi? Ouais, essentiellement. Donc c'est une difficulté. Ouais, c'est dur quand même, ouais. Carrément. Et t'as besoin comment tu t'organises justement, si t'as besoin un peu d'émulation, est-ce que tu t'organises des pauses ou je sais pas, tu sors, tu vas te nourrir un peu de vie pour pouvoir ensuite être créatif? Je pense que je sors pas assez.
Ouais. Ce que me dit ma compagne très souvent, elle dit si j'étais pas là, tu resterais enfermé à la maison. Et donc du coup aujourd'hui je fais l'effort de sortir et c'est important. De toute façon quand je sors c'est là où on trouve aussi l'inspiration, mais c'est pour aller voir des expos, pour aller voir mes amis, pour faire toutes sortes de choses. Mais en fait c'est important quoi. Pas rester trop enfermé. L'inspiration c'est chez toi en tout cas parce que j'ai l'impression elle diffère selon les gens. Il y a des gens qui sont tout le temps inspirés. Il y a des gens qui ont besoin d'un tremplin émotionnel ou ils ont besoin de se nourrir. Toi, est-ce que ça fluctue? Est-ce que t'es toujours dans une espèce d'inspiration ou il faut que t'ailles la chercher Il y a des périodes. Ouais. Il y a des périodes où t'as un peu le syndrome de la page blanche. Tu te dis, mais je comprends pas ce qui se passe, quoi. J'y arrive pas alors que normalement j'ai plein d'idées. Donc, en fait, il faut pas insister, il faut laisser couler, il faut faire autre chose. Et c'est surtout dans les moments où tu ne pensais pas avoir d'idées que t'en as plein. Tu vois, quand t'es au cinéma, quand t'es en train de marcher dans la rue ou en train de discuter, là, ça foisonne, quoi. C'est parce qu'il faut toujours avoir un petit carnet sur soi et puis noter les idées, quoi. C'est ce que j'allais te demander. Le début du travail, c'est toujours un croquis? Non, c'est souvent des notes écrites. Notes écrites, ouais. Après un croquis? Après un croquis, ouais. Et ensuite, on va vite à un proto? Ça dépend si ça a besoin d'investigation, si c'est un usager qui est concerné. Dans ces cas-là, il faut aller à sa rencontre. Et c'est là où le proto prend forme, où la première maquette prend forme. Et ça peut prendre combien de temps, ce processus entre je pense, j'ai une idée, je la note, je fais un croquis, je vois avec l'usager, je fais des protos. C'est variable. Ça peut aller quelques semaines à quelques années. Et le projet le plus rapide, ça peut être quoi? Un objet du quotidien? Comme moi, ma principale activité, c'est de faire du design décoratif en quelque sorte. Enfin, c'est du design qui est frontière art design, qui questionne les questions de l'art et du design. Donc, c'est des objets que moi je propose où l'usager a le choix. Est-ce que ça devient un objet usuel ou est-ce que c'est un simple objet décoratif? Quand c'est de l'objet décoratif, pour répondre à ta question, ça va vite, ça peut aller très vite. Concernant mon travail, c'est un projet qui prend du temps parce qu'il y a beaucoup d'itérations. Moi, je m'intéresse à vraiment l'objet non standard, c'est-à-dire que l'objet que l'industrie ne peut pas produire. Parce que la courbe est insuffisante, la machine ne peut pas travailler la courbe parce qu'elle n'a pas l'équipement ou elle n'est pas faite pour ça. Travailler des proportions, tu vois, et donc ça, c'est vraiment l'objet non standard, l'élément principal sur lequel je travaille. C'est un objet qu'on peut pas standardiser? Non. Qu'on peut pas pouvoir produire à grande échelle? Avec l'impression 3D, en fait. C'est tout l'intérêt de l'utilisation de cet outil. Aujourd'hui, c'est un outil qui s'est très démocratisé, très vulgarisé, qui est de plus en plus utilisé. Après, faut sortir un peu du lot. Moi, ça fait très longtemps que j'en fais, presque 10 ans. J'ai commencé pendant mes études. Et en fait, normalement, l'impression 3D, c'est un outil pour faire du prototypage. Et moi, je l'ai utilisé pour faire des objets finis. Et en l'occurrence, les objets de décoration. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est d'accrocher le regard. Donc, en fait, quand tu travailles sur du non standard, par exemple, dans le milieu de l'industrie, tu as des diamètres qu'on appelle des épaisseurs commerciales, donc c'est standardisé. Et quand toi, tu proposes un diamètre qui est différent, que le regard ne connaît pas, du coup, ça interroge, l'œil s'arrête et se questionne. Ça marche sur tout le monde. Donc, on est tellement habitué à des formes et des épaisseurs, etc., qui sont faites par l'industrie par nécessité, que dès que ça sort du cahier des charges, c'est surtout sur ceux qui ont une sensibilité et qui prennent le temps de regarder les choses aussi, tu vois. T'as beaucoup de gens, quand tu les vois marcher dans la rue, il y en a peut-être 95% qui marchent en regardant leurs pieds, tu vois, et qui regardent pas les façades, alors qu'il y a plein de trucs magnifiques à regarder. Et du coup, ça, et après la question de la couleur aussi, très beaucoup, et de la matière, quoi. C'est pareil, tu sors des cahiers des charges Non. Couleur, je suis sur du nuancier Pantone, et la matière, là, en l'occurrence, je fais avec ce qui est proposé par les industriels, du plastique biosourcé, fait à partir d'amidon, polyamide, tout ça, quoi. Et t'es venu comment à l'impression 3D? Est-ce que t'as senti le truc venir ou... J'ai testé, j'ai dit, je me suis dit, tiens, c'est marrant parce que là, je peux, comme on disait tout à l'heure, proposer des objets non standards, ça s'imprime assez rapidement et je peux être mon chef de ma production, tu vois, c'est-à-dire que je ne dépends de personne. Il me faut une machine, un ordi, et c'est ce qu'on dit souvent aujourd'hui, avec un ordi et puis Internet, tu peux faire des milliers, ou en tout cas, tu peux vivre convenablement et puis vivre de ta pratique, en quelque sorte.
Et en fait, mon premier client m'a fait prendre conscience qu'il y avait un truc. C'était la boutique du Centre Pompidou. Mmh. Parce que moi, je travaille principalement avec des musées, de centres d'art contemporain, des boutiques, des concept stores. Et la boutique du Centre Pompidou, ça a très vite marché. Au début, je savais pas pourquoi elle m'avait contacté. Je fais, c'est marrant, parce que mes objets, voilà, enfin, moi, je suis pas connu. Et en fait, je travaille principalement la forme tubulaire. Et c'est pour ça qu'elle m'a contacté, parce que le Centre Pompidou, avec son architecture, les tuyaux de partout, les couleurs aussi que j'utilisais. Et c'est comme ça que ça a démarré. Donc, mes pièces sont devenues des best-sellers dans la boutique, et j'ai travaillé pendant 4 ans. Tu faisais que quelques modèles, quoi? C'était des bougeoirs, ouais. C'était des bougeoirs, des pots à crayon et ces modèles-là. Donc, du coup, comme ça marchait, j'ai continué à les revendre. Et puis, après, j'ai commencé à travailler avec d'autres musées, d'autres boutiques, d'autres concept stores, à vendre directement à du particulier. Trop chouette. Pour la forme tubulaire, parce qu'en fait, le Centre Pompidou, l'accroche qu'ils ont eue, c'était sur ça. Comment ça vient chez toi? Comment tu te dis, bah voilà, je vais faire des objets de forme tubulaire? Alors, ça sort pas de nulle part. Question très intéressante. Et un jour, il y a un enseignant en école de design, j'étais à l'ESSAD de Valenciennes, école qui a fermé malheureusement, qui m'a dit, déjà, quand tu es dans une école de design ou une école d'art, tu dois essayer de répondre à 2 questions pendant tes études, mais aussi pendant toute ta vie, qui sont qui tu es et pourquoi tu le fais. Question horrible. Mais essentiel. Tu vois, le fond des choses, quoi. Ouais. Pourquoi Ouais. Et tu t'en prends pas conscience que pendant ta scolarité, pendant que t'es designer, que tu travailles sur ces questions, en fait. Et il m'a dit, pour essayer de répondre à ces questions-là, je te conseille de jeter vraiment tout ce que tu as fait depuis le début au sol, de jeter tous tes travaux au sol et d'essayer de retirer des notions. Donc moi, il y avait la notion du design social, très marrant, qui ressortait, donc beaucoup centré sur l'usager, avec des problématiques très centrées sur l'usager. Des notions comme la répétition, la stratification, qu'on retrouve beaucoup dans mes pièces, et aussi la forme tubulaire. Du coup, ça vient de là. Je me suis dit, c'est vrai qu'il y a un truc avec le tube, il est partout. Et j'ai commencé à travailler dessus. Et cette forme particulière, est-ce qu'elle a une connotation? Est-ce qu'elle va agir sur celui qui regarde, celui qui est usager? Est-ce que tu sais, il y a des transports comme ça, on se dit, je sais pas, comme les couleurs, on va dire que cette telle couleur agit sur le stress, la quiétude, etc. Est-ce que cette forme-là, t'as, toi, une démarche de réflexion là-dessus, ou c'est juste, ça t'apparaît, tu le fais, ça plaît C'est une forme géométrique, beaucoup d'attachement pour les formes géométriques. C'est une forme, comme on disait tout à l'heure, qui est très connotée industrielle, norme standard, en fait, et que tout le monde reconnaît, mais quand tu la proposes sur une autre dimension, elle interroge. Et c'est une forme que tu peux additionner à d'autres éléments, la couleur, la matière. Donc, il y a plein de choses à faire avec cette forme, ce tube, quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour rendre effectif le fait qu'on a tous besoin du design? Le design rassemble, je pense. Ça, c'est indéniable. Et sans le design, on peut pas forcément trouver de solution, peut-être. Parce que le design, c'est pas simplement, comme pourraient le croire la plupart des gens, beau. Non, le design, c'est pas ça. Le design, pour moi, définition, c'est l'humain, en fait, tout simplement. Donc, je pense que, pour moi, c'est un outil qui rassemble. D'ailleurs, c'est ce qui a entraîné ta démarche, parce que tu as travaillé, par exemple, avec des personnes âgées, avec des gens qui ont un syndrome, celui d'Alzheimer. Ça, c'est venu à toi. C'est venu à toi ou tu as eu ce sentiment qu'il fallait que tu joues ce rôle-là aussi et que ça donnait de la dimension à ton métier? Et c'est l'année où j'ai perdu ma grand-mère. Peut-être que c'est le lien. Ouais. Je sais pas, peut-être. Je sais que j'avais envie de travailler avec des gens, en tout cas, pour mon master. Et je pense que c'est cet événement qui a fait que je me suis rapproché de ce type d'usager, en tout cas. Et c'est ce que j'ai fait. Donc là, je me suis dit, bon, ok, la seule expérience que moi j'ai de la personne âgée, c'est mes grands-parents. Ou la rencontre des grands-parents de mes amis, mais c'est tout. Et là, je me suis dit, le meilleur moyen de rencontrer, de connaître mieux cette personne, c'est d'aller à sa rencontre. Donc là, j'ai fait 4 stages très différents, un avec un kiné, un autre avec un gériatre, un autre dans un centre de soins de suite et un autre stage avec une ergothérapeute. Donc en fait, ça m'a permis de rencontrer la personne âgée dans toutes sortes de situations, de problématiques, avec toutes sortes de pathologies, en fait, tout ça, exactement.
Qu'est-ce qu'il en est ressorti de ton travail autour de ça? Ça t'a permis de choisir un axe pour créer un objet qui aide le quotidien des usagers, donc des personnes âgées. L'intérêt, c'est vraiment de stimuler au maximum la personne âgée pour qu'elle reste chez elle. Et en fait, c'est plein de paradoxes à chaque fois, parce qu'on a souvent tendance à se dire qu'il faut se reposer pour être en forme ou pour aller mieux, tu vois, alors que c'est tout l'inverse. Ouais, c'est le mouvement qui entraîne le mouvement. Pour garder l'autonomie, il faut faire du sport, il n'y a pas de secret, il faut être réactif, tu vois. Et c'est même pour trouver l'énergie, il faut s'activer, il ne faut pas se reposer. Donc là, tu te dis, je vais penser quelque chose qui va les rendre actifs. Exactement. Selon leurs possibilités, entre guillemets. Exactement. Ouais. Donc en gros, c'est utiliser la cuisine comme prétexte à l'effort physique, et la recette, c'est les tagliatelles. Donc en fait, c'est utiliser les différentes étapes gestuelles de la recette des tagliatelles pour proposer un maintien à l'autonomie. 4 étapes. Première étape, tu mélanges les œufs avec la farine, tu pétris la pâte. Ouais. Donc là, on travaille sur la coordination motrice, sur la dextérité, sur l'orientation spatio-temporelle, enfin toutes ces choses qui rentrent en compte. Deuxième machine, tu viens aplatir la pâte avec un rouleau. Le projet est fait sur des prototypes. C'est pas les objets qui sont finis. Sur la vidéo, on voit c'est les structures en bois qui sont très fonctionnelles. La vidéo, faut la regarder. Je pense que j'explique le truc, mais tellement mal. Mais elle est sur mon site, en tout cas pour ceux que ça intéresse. Ton site benjamindecle.com. Ouais, tout simplement. Exactement. Et la quatrième machine, c'est une chaise en fait où t'es instable. L'intérêt, c'est de ne pas s'asseoir confortablement. Ne pas s'avacher. Exactement. Donc, en fait, c'est si tu t'avachis, tu tombes. D'accord. Ah ouais. Tu vois? Donc, c'est un peu violent. Une punition. C'est un peu violent. Moi, je m'imagine, papy, je veux faire ma petite sieste. Là, la chaise, non. Ouais, c'est un peu violent quand même. Mais c'est parfaitement contrôlé pour pas que ça tombe. Mais voilà. En fait, ce projet-là, il a 2 axes. Le premier, c'est d'être utilisé comme manifeste pour dénoncer les conditions de nos personnes âgées aujourd'hui dans notre société. Et le deuxième axe, c'est pour dénoncer l'évolution technologique et industrielle qui nous appauvrissent, en fait, qui nous amène vers un appauvrissement gestuel. Juste avant d'aller, si tu le veux bien, s'inviter dans ton vrai quotidien, celui de chez toi, de ta vie personnelle au quotidien, on va faire ce qu'on appelle le jeu des détails. Je te donne 2 propositions, t'en choisis une ou tu peux très bien tirer les 2, et tu peux aussi, tu peux étayer si jamais ça te donne des idées. Si je te dis instinct ou observation? Observation. Matière ou forme? Forme. Numérique ou organique? Dur. Numérique. Numérique quand même? Ah, c'est tendu. Là, on vient du bois, on vient du... Ouais, mais... Artisanat ou industrie? Artisanat. Utilité ou émotion? Émotion. Répétition ou singularité? Répétition. Processus ou intuition? Processus. Tradition ou innovation? Tradition. C'est vrai? Non, mais c'est très bien. Ouais, je pense. Ouais. Si je te réponds comme ça à vif. Local ou global? Local. Et enfin, durabilité ou immédiateté? On a parlé tout à l'heure, durabilité. Durabilité, c'est le chemin à prendre. Ouais. On va faire un petit tour chez toi, dans ton intérieur. Ce qui nous intéresse chez Five, c'est les objets du quotidien, comment on peut optimiser de façon à avoir un cadre de vie qui soit le plus agréable possible finalement, et limiter les contraintes. Tu vis en appartement ou en maison? Maison. On rentre chez toi, je retire mes chaussures? Oui. J'ai un enfant depuis peu, donc on fait attention, ouais. Est-ce que le côté, tu sais, on en parlait tout à l'heure, du petit Benjamin, sur le côté orga, le côté un peu carré, ça se reflète aussi sur le ménage, la propreté, l'hygiène? Ça s'est estompé avec le temps, mais c'est toujours un peu présent, ouais. Est-ce que tu as pensé ton chez-toi? Oui. Les moindres recoins? Ouais. En fait, au début, on a fait appel à des professionnels en disant, moi, je me suis dit, bon, c'est bien, je laisse ça aux autres, et puis moi, je peux m'occuper d'autre chose, c'est très bien. Ça s'est pas passé comme prévu, abandon de chantier, enfin bref, et voilà. Et du coup, je me suis retrouvé à devoir faire toute la maison un peu solo. Et c'est pour ça que j'ai pu faire, penser chaque recoin, des trucs, des petits détails, mais où tu mets le manteau, où tu mets tes chaussures quand t'arrives, où va la vaisselle, enfin plein de petits éléments comme ça, mais en fait, c'est pensé par l'usage. Tu vois, quand t'es dans une maison, c'est ta maison,
étant donné que c'est une maison qu'on veut revendre, on a essayé d'élargir aussi en disant ça sera pas essentiellement nos usages, ça sera aussi les usages des futurs acheteurs. Donc t'essentialises un petit peu, tu te dis voilà, globalement, c'est ce qu'il y a de plus optimal. C'est ça. Et en fait, dans une maison, il faut des rangements. Ça, c'est indéniable. Même si tu veux la maison la plus minimale possible, il faut des rangements. Tu peux les camoufler, tu fais ce que tu veux, mais voilà. Donc là, le premier truc, c'était de penser les rangements, où on met la cuisine, combien de placards, où on met le vaisselier, tout ça. Et tout a été fait, du coup, j'ai tout fait sur mesure. Donc il y a des meubles, bien évidemment, des meubles qu'on a achetés, table basse, canapé, fauteuil, ce genre de choses. Mais après, tous les meubles que j'ai pu faire, je les ai faits, à mon goût, avec mes goûts, et puis penser, encore une fois, dans l'usage, quoi. Dans l'usage, ouais. Comment tu ouvres les portes? Est-ce que ça s'ouvre par la gauche, par la droite? Où tu mets la poignée? Combien tu mets d'étagères? À quelle hauteur tu mets? Tu vois, par exemple, la cuisine, je sais plus c'est quoi les standards, je crois que c'est peut-être 90 cm de haut, mais je l'ai mis un peu plus parce qu'on est tous les deux grands, tu vois. Oui, voilà. Ouais. Et au quotidien, comme on n'a pas le lave-vaisselle, par exemple, on fait la vaisselle à la main. Est-ce qu'il y a aussi l'aspect, tu sais, consommation, dans le sens où, par exemple, je sais pas, tu fais un dressing, tu sais que t'es pas un fou furieux des habits, t'as 10 chemises, 4 pantalons, tu vas pas faire le même dressing que... Ouais, non, c'est sûr. Mais ça, ils étaient déjà là, donc j'ai pas eu besoin. Ça, t'as pas touché. J'ai rajouté quelques étagères, mais moi, j'ai pas beaucoup de vêtements, contrairement à ma compagne. C'est une autre affaire. Nous ne parlerons pas des absents. Et quelle est, à ton avis, la pièce la plus optimisée? Celle où tu as fait le plus attention? Cellier, je pense. Ouais. T'entends quoi par cellier là sur la cuisine parce qu'en fait c'est là où j'ai un peu mes imprimantes, donc il fallait qu'on ça participe à ton bah oui, ça tu travailles aussi chez toi. En fait la maison est mon atelier, quoi. Ouais. C'est ça, donc il y en a un peu partout. J'ai les imprimantes dans le cellier, j'ai les imprimantes dans la cave, j'ai les imprimantes dans le grenier. Il y en a un peu partout, j'ai le bureau dans le grenier, j'ai Elle en dit quoi, ça, madame, des imprimantes dans le cellier? Ça la dérange pas. En même temps, si t'es carré. Oui, après c'est insonorisé, c'est tout ça. Enfin voilà, elles ont leur place, ça gêne pas, quoi. Est-ce qu'il y a un effet miroir? Est-ce qu'elle aussi, elle est organisée, ou tu compenses? Non, elle est organisée aussi. Ouais. T'as fait attention. Elle a fait attention aussi. Est-ce qu'il y a des choses chez toi qui seraient, tu penses, encore améliorables? Ouais, il y a toujours des choses améliorables. Ouais. C'est un truc qui est dans un coin de ta tête, ça, où t'as fait la construction, t'as essayé de tout optimiser, et maintenant c'est derrière et tout. Il y a des choses à finir. Ouais. Tu vois, il manque des portes, il manque des bouts de cloison, parce que je voulais faire. En fait, pour moi, l'élément principal dans une maison, le plus important, c'est la lumière. Si t'as la possibilité de la faire rentrer, tu la fais rentrer. Donc, on a fait en sorte de la faire rentrer. On a mis des cloisons qui sont à 3/4 fermées. Et le bout restant, on doit installer des vitres. C'est les vitres, ouais. On n'a pas encore fait, donc on doit choisir le carreau, le châssis. Enfin, tu vois, c'est des petits détails, mais qui ont leur importance. Par rapport à la lumière, est-ce qu'il y a un rapport avec les miroirs que tu fabriques? Non? Ce côté reflet la lumière. Si on n'a pas d'ouverture, profiter d'un effet reflet, d'avoir des miroirs. Non, ça pas Non, en fait, le miroir, il est venu un peu comme un concept et mes tubes. Tu vois, je sais pas si t'as vu dans mes miroirs, quand tu mets un tube devant, il se reflète. Et du coup, en fait, il continue derrière. Donc, t'as une sensation d'infini. Et je trouvais ça intéressant. Mais après, le miroir, sur le fait qu'il reflète, pas tant, tu vois, enfin juste qui reflète le tube, mais pas en tant que refléter un individu ou rejeter la lumière. Non, ça c'est des choses. Mais ça joue effectivement. Ouais. Ça c'est pas des questions auxquelles tu veux répondre en tout cas. Bon, en fait, on a le choix sur les objets sur lesquels on veut travailler. Moi, je voulais un objet qui soit décoratif, mais qui soit aussi usuel. Tu vois, le miroir, c'est un objet qu'on utilise beaucoup. Il y a cette fonction de refléter ton image. Du coup, j'ai joué là-dessus. Je me suis dit, bon, miroir, je pense que c'est un bon objet pour... pas pour commencer, parce que j'avais vendu les bougeoirs, les pots à crayon au Centre Pompidou, et je me suis dit, on va tenter le miroir, peut-être quelque chose à faire, et effectivement, ça a très vite marché. Et il faut qu'il y ait toujours ce côté, tu vois, ce lien entre beau et fonction. Moi, j'ai tendance à être de plus en plus minimal, tu vois, dans mes choix et dans mon quotidien, à me dire, déjà me poser la question de est-ce que j'ai vraiment besoin de cet objet, tu vois. T'as des étapes comme ça où tu te dis avant de... Ouais, de plus en plus, mais parce qu'on en parlait tout à l'heure sur l'environnement et tout, c'est juste quand t'achètes un objet, se projeter, se dire qu'est-ce qui va devenir en fait. Est-ce que c'est un objet qui va m'accompagner toute la vie, ou est-ce que c'est un objet qui va
être posé au début sur un meuble qui va faire la décoration de mon intérieur, qui au final va finir dans un carton, qui va encombrer ta cave, que tes petits-enfants retrouveront peut-être, et peut-être qu'ils le réutiliseront, mais l'intérêt c'est... Tu seras sur ta chaise où tu peux pas rester. Ça, ou sur mes machines en train de faire des pâtes, tu vois. Exactement. Mais non, les objets, il faut vraiment qu'il y ait un coup de cœur, quoi. Si t'achètes l'objet, tu sais qu'il va t'accompagner, quoi. Ou que tu vas pouvoir transmettre. Les matières que tu as privilégiées chez toi? Le bois, peut-être? Ouais, le bois, ouais, beaucoup. T'as travaillé, t'as gardé sur la formation d'ébénisterie, t'as gardé des choses, t'as un atelier, tu bricoles le bois. J'ai tous mes ciseaux à bois, tous les marteaux. Dans ma cave, en fait, si tu veux, j'ai fixé des panneaux au mur et j'ai fixé tous mes outils. Hein, bien les voir à chaque fois. Avec le dessin et tout? Non, juste avec des aimants. J'ai fixé un aimant et en fait, comme tous les outils sont faits en métal, ça reste fixé. En fait, le fait de voir ces outils constamment, ça contribue à la créativité en quelque sorte. Et puis moi, ça me rappelle aussi, mais c'est pas le passé, c'est toujours là, j'ai toujours envie. Si demain tu me proposes un atelier avec des combinés, plein de machines bois, j'y vais, mais tout de suite, tu vois. Ouais. C'est là, je le fais pas trop, mais... Tu crois que ça s'applique à tout, cette vision où tu le disais pour ton atelier, en tout cas, le fait de tout voir, donc de tout percevoir, ce qu'on a, c'est hyper important pour déjà pas faire de gâchis et puis pour que notre intérieur soit hyper fonctionnel en fait. Là, en l'occurrence, si je prends l'exemple de mon bureau que j'ai fini là récemment, c'est pas ce que j'ai, c'est plutôt ce que j'ai fait qui me permettent de me resituer dans une temporalité, me dire ok, t'as fait ça au début, il y a eu ça que t'as fait à telle période, tu vois, ça, il y a un cheminement qui se dessine. Et quand tu rentres dans mon bureau, tu sens l'univers, tu sens l'atmosphère, quoi. Tu te dis ok, on est baigné un peu dans l'aventure, quoi. Puis moi, c'est un peu mon endroit préféré de la maison maintenant, parce que c'est un endroit que j'ai fait sur mesure pour moi en fonction de mon usage. J'ai mes bouquins qui sont là, je sais où je mets mon ordi, j'ai un espace où je peux maqueter, tout ça, tu vois. Tu pourras regarder n'importe quel atelier de designer, créateur, peintre, sculpteur, ils ont un atelier qui est fait pour eux, quoi. En tout cas, et pour eux. Ouais, un endroit dans lequel ils se sentent bien. Il y a des choses qui t'agressent quand tu vas, je sais pas, chez des gens, chez des copains. Est-ce qu'il y a des choses qui te révulsent un peu où tu dis non mais là c'est pas du tout pensé. Quand on me demande d'enlever mes chaussures, tu vois. Mais je le fais systématiquement maintenant, tu vois. Il y a pas de truc, tu te dis mais non mais là c'est pas. Si ça m'arrive. Ouais. Si carrément. Mais t'as toujours le souci du détail. Mais après il faut. Des fois, j'avais tendance à le dire direct. Ah, mais t'as fait ça comme ça. Et puis, je suis, mais en fait, c'est hyper impoli. Mais non, hyper impoli, tu vois. Mais quelle arrogance, tu vois. Nul. Non, pas ça, mais, tu sais, juste faire comprendre que peut-être que j'aurais fait autrement et tout. Mais en fait, je me dis, mais qu'est-ce que c'est nul d'imposer ça et tout. Et là, avec le recul, maintenant, je le dis dans ma tête et voilà. Mais tu vois, je dis, mais tout le temps, le truc de, ah, moi, j'aurais pas fait ça comme ça, ou, il aurait pu faire ça comme ça, ou voilà, tu vois. J'essaie d'amener la chose différemment, et voilà, ouais. Il y a des univers qui t'appellent plus que d'autres. Je sais pas, on en parlait avec les tagliatelles, mais la cuisine. Est-ce qu'il y a des pièces comme ça où tu as un ressenti qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus évident, ou par exemple la salle de bain, peu importe, où tu es toujours vraiment dans le fonctionnel. Et est-ce qu'à un moment il n'y a pas une petite place pour le chaos? Non, alors en fait, ça dépend. Là, tu vois, là, par exemple, récemment, j'ai un chef pâtissier qui m'a contacté, qui me dit je dois faire des moules à gâteau, j'ai vu ton travail, j'adore, est-ce qu'on peut travailler ensemble? Moi, je trouve ça hyper intéressant, comme pourrait faire l'un des designers que j'apprécie beaucoup le travail, qui s'appelle Grégoire Delaforêt, c'est-à-dire que lui, quand il doit faire une pièce, un miroir, par exemple, il va aller voir l'artisan miroitier et il va essayer de comprendre son travail. Voir comment il travaille la pièce, comment il façonne, tu vois. Lui, il est à côté, il comprend. Et en fait, il intervient, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, là, comme une boîte à outils en disant, OK, tu as ton savoir, moi j'ai le mien. Travaillons ensemble, fusionnons nos deux compétences et créons ensemble une pièce. C'est ce que je dis souvent à mes étudiants, c'est que tu es constamment en formation quand tu es dans un métier de créatif. C'est tu vois, quand j'ai fait t'absorbes tous les univers, les choses, les problématiques, les usages. Quand t'en as parlé tout à l'heure, quand j'ai fait le dispositif olfactif pour les personnes âgées, quand je suis arrivé dans cette société qui s'appelait ConnectEdge, j'ai été sous contrat en tant que designer intégré. On m'a dit tu vas faire un dispositif olfactif, mécanique des fluides, connaissance zéro. Je savais pas ce que c'était, tu vois. Et puis moi, j'avais pas fait du design produit à la base. J'ai fait de l'ébénisterie et du design d'auteur, design d'objets, tu vois, espace aussi.
et bah tu ressors les bouquins et t'apprends. Donc du coup, c'est vraiment constamment en formation. Et c'est ça qui est trop bien dans notre métier. C'est que tu ressors des livres, t'apprends. Ça, c'est quelque chose qu'on peut adresser à tous ceux qui nous écoutent, c'est de pas cesser justement d'apprendre, ouais, bah oui, d'évoluer, bah oui, de faire clair. Mieux ou autrement. Il y a tellement de choses à apprendre. Ouais. Après, bon, évidemment, il faut des pauses. Tu peux pas tout le temps. L'intérêt, c'est pas de tout savoir. Non. Ça, moi, je m'en fous. Enfin, c'est pas que je m'en fous. De rester curieux et puis de se nourrir. De rester curieux, ouais. Mais l'idée, c'est pas de balancer ma science. Non, l'idée, c'est de rencontrer des gens, d'apprendre avec eux, et puis de le restituer, et puis voilà. Et puis de l'apprendre à mes enfants, tu vois, par exemple. Et justement, on a toujours une question à l'écoute des détails. Une question pour terminer ce podcast, c'est si tu avais un chemin de curiosité à nous faire emprunter, n'importe quoi, un livre, un artiste, un lieu, une pratique, un proverbe, que sais-je, que tu voudrais nous transmettre pour continuer ce fil de la curiosité et ce fil de ce qui nous importe chez Five, de l'attention aux détails, ça serait quoi ? Il y a beaucoup de questions dans ta question. Oui. Mais j'aurais peut-être tendance à dire un livre. Il y a un livre qui m'a marqué quand j'étais étudiant. C'était un livre de Georges Perec, La vie mode d'emploi. Et en fait, il retranscrit bien ce que je suis, c'est-à-dire de m'intéresser aux autres, d'analyser, de comprendre, de partager et d'aider en quelque sorte. Et en tout cas, d'être dans une analyse très pointilleuse et précise, quoi. Donc avant de s'intéresser aux choses, on s'intéresse aux autres. Ouais, carrément. Merci Benjamin. Merci à toi. Merci beaucoup. On peut te retrouver sur les réseaux. Donc tu nous as dit benjamindecle.com pour le site. Ouais. T'as une page Instagram ? Ouais, bdecle, b.decle. On peut voir toutes tes créations, tous tes événements, toutes tes inspirations aussi. Ouais. On a des prochaines pièces qui vont sortir là très prochainement. Ça va être mis sur le site internet, l'Instagram, donc vous verrez. Et des pièces que j'ai pas forcément eu l'habitude de faire. En tout cas, je sors de ma zone de confort. On est curieux, on ira voir. Merci à vous d'avoir été à l'écoute des détails, le podcast des amoureux des détails. Chez Five, on est convaincus que le design, ou en tout cas un quotidien bien pensé, nous aide à mieux vivre. Alors, pour y penser, directement sur five.com. Vous cliquez aussi sur Five Plus pour voir tous nos contenus. Il y a les articles, il y a des vidéos, il y a les podcasts que vous retrouverez également sur Spotify. Merci à vous, à bientôt. À l'écoute des détails, le podcast à retrouver sur Five Plus.